Sandrine, bonjour. Bonjour. Comment ça va cette semaine? Très bien, merci et vous? Merci beaucoup, impeccable. Alors j'ai réservé donc une petite étude assez sommaire et pratique en même temps des rapports existants entre les noms de domaine et les noms patronymiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit pose le principe de l'interdiction d'une réservation de nom de domaine sous un nom patronymique, exception, parce que le droit, il y a toujours le principe et les exceptions, sauf si le demandeur a un intérêt légitime, un droit légitime effectivement à réserver ce nom de domaine et agit de bonne foi. Donc la règle est assez simple à comprendre, il n'y a aucun souci effectivement à appréhender cette notion. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que lorsqu'on se retrouve dans l'application de cette règle de droit pourtant simple, on a des décisions qui sont un petit peu surprenantes. Puisqu'on a d'un côté des litiges qui sont portés devant le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI qui sont très limpides, qui se fondent sur les principes UDRP, et on a d'un autre côté des décisions de juridiction nationale qui ne se contentent pas d'examiner et l'intérêt légitime et effectivement les agissements de bonne ou de mauvaise foi, mais qui vont plutôt se référer au droit des marques. Donc c'est pour ça que je pensais que le problème était intéressant, parce qu'on va voir qu'il y a vraiment que parfois c'est peut-être mieux de porter le litige devant donc le centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI sous la forme d'une procédure UDRP plutôt que devant une juridiction nationale qui a tendance, on doit le dire, à faire prévaloir les droits d'une marque aux droits de la personnalité, alors que le droit pose comme principe que la personnalité est inaliénable. On va regarder dans un premier temps les différentes décisions, bon pas toutes, je vous rassure, qui ont pu être rendues en la matière donc, par le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI. Alors on a un cas qui est très intéressant, qui est le cas Armani. Donc c'est un nom de domaine qui avait été déposé par un monsieur qui s'appelle en fait Anad Ramnad Mani, abrégé A.R plus loin Mani, qui était graphiste et illustrateur et qui utilisait donc cette abréviation, qui faisait effectivement Armani, pour ses activités professionnelles depuis 1981. Il avait effectivement déposé le nom de domaine, donc armani.com. La société titulaire de la marque Armani l'avait contacté pour lui proposer de le racheter. Elle lui avait fait une offre à 1 250 $. Donc le cas se passe au Canada, donc 1 250 $. Il avait fait lui une contre-proposition à 1 935 $, qui avait été refusée par la société titulaire de la marque Armani. Donc, suite à ce refus, la société titulaire de la marque Armani présente effectivement son cas devant l'OMPI et demande le transfert ou à défaut la radiation du nom de domaine litigieux. Là, ce qui est intéressant, ce qui est très limpide, donc c'est bien, c'est que les arbitres se sont fondés uniquement sur les procédures, sur les principes de la procédure UDRP, donc avec les 3 conditions cumulatives que je pense vos téléspectateurs connaissent bien maintenant, à savoir un risque de confusion, donc parce qu'il y a une similarité, pas de droit légitime quant à l'utilisation de cette marque comme nom de domaine, et effectivement des agissements de mauvaise foi. Et là, les arbitres ont tout simplement dit que il n'y avait pas de risque de confusion possible, puisque ce n'était pas du tout les mêmes domaines d'activité, que le défendeur, donc M. Armani, avait tout à fait un intérêt légitime puisqu'il exerçait sous ce vocable, sous ce nom patronymique depuis 1981 et qu'il n'y avait pas de mauvaise foi de sa part puisqu'il n'exploitait pas le nom de domaine, il se servait simplement des adresses e-mail rattachées. Et donc elle a effectivement renvoyé la société titulaire de la marque Armani de ses demandes et a refusé le transfert et la radiation. Donc il faut bien qu'on garde ce cas en mémoire pour voir un petit peu les différences que je vais exposer par après. Ensuite, on a un deuxième cas très simple qui est effectivement le nom de domaine juliaroberts.com. Donc tout le monde connaît Julia Roberts, célèbre actrice américaine. Bon, je ne vais pas faire sa présentation, ce n'est pas le but. On a un défendeur en face qui enregistre ce nom de domaine, qui le met en vente aux enchères à eBay et sur eBay et qui trouve en plus le moyen d'enregistrer alpacino.com, enfin tout un tas de noms d'acteurs. Elle porte effectivement la procédure, enfin le cas litigieux devant les instances arbitrales de l'OMPI, qui effectivement, se fondant toujours de la même façon sur les principes UDRP, estime qu'il y a bien risque de confusion, puisque Julia Roberts est quand même mondialement connue, et que là on est au-delà d'un nom patronymique, on a également ce qu'on appelle en common law, donc en droit anglais, donc un law trade, et non pas un trademark, mais
qui portent les mêmes effets, si vous voulez. On n'a pas d'intérêt légitime, hein, même si le défendeur disait qu'il avait un droit légitime uniquement par le fait qu'il avait enregistré le nom de domaine. C'était pas très sérieux quand même. Ouais. Et on a effectivement un agissement de mauvaise foi puisqu'il a mis ce nom de domaine en vente aux enchères. Donc là, le cas, vous voyez, le centre d'arbitrage et de médiation est assez clair. Il se fonde uniquement à partir du moment où les conditions sont réunies. Il décide le transfert ou non du nom de domaine. Alors pour les juridictions nationales, donc nos chers juges, c'est tout à fait différent. Donc là, je vais vous parler de deux cas. Un cas qui a été jugé par la Cour d'appel de Munich et un cas qui a été jugé donc en France. Alors pour le cas de Munich, le cas est très simple. On a Monsieur Shell qui enregistre un nom de domaine shell.de. Et on a la société Shell donc qui demande effectivement le transfert ou à défaut la radiation du nom de domaine. Et là, on a effectivement, si vous vous en référez à ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire on a un intérêt légitime, un droit légitime du demandeur puisqu'il s'appelle bien Monsieur Shell depuis sa naissance. On n'a pas d'usage de mauvaise foi puisque lui ne fait absolument pas, ne vend pas de produits pétroliers, ne discrimine pas la marque, n'a pas proposé effectivement, il n'y a pas de motivation pécuniaire derrière. Et pourtant, la Cour décide quand même, puisque c'est la Cour d'appel de Munich, la Cour décide quand même que ce nom de domaine doit être transféré à la société Shell. Et là, elle a effectivement dit que ça portait préjudice à la société Shell, qui était mondialement connue. Et donc, elle a fait prévaloir la notoriété de la marque ouais. Sur l'intérêt légitime, le droit légitime de la personne qui s'appelle Monsieur Shell depuis sa naissance. Donc, c'est une décision qui est un petit peu surprenante, mais on voit bien que la Cour a opéré à une hiérarchisation des intérêts, c'est-à-dire que les droits des sociétés, les droits sur les marques, passent avant les droits de la personnalité. Donc, c'est une décision qui est pour le moins surprenante. Bon, elle se fonde effectivement sur le droit, mais bon, il y a une interprétation qui est un petit peu particulière. Pour le deuxième cas qui a été jugé devant des juridictions, on a la fameuse affaire Milka. Alors, oui, j'allais justement dire, voilà. Ça me rappelle exactement voilà, donc on a Milka. La fameuse affaire Milka qui avait été jugée par la Cour d'appel de Versailles en 2006. Donc je rappelle très brièvement les faits. On a une dame dont le prénom est Milka, B, qui est couturière et donc qui enregistre un nom de domaine, donc milka.fr, sur lequel elle présente ses activités de couture et puis en même temps elle présente aussi les activités de restauration de son fils. Et sur son site, elle met un fond de couleur mauve-lilas. Donc bon, voilà les faits. On a la société donc Krafood, qui est titulaire de la marque Milka, qui lui propose de racheter ce nom de domaine. Elle refuse. Donc on n'arrive pas à régler le problème à l'amiable. La société Milka, effectivement, se porte partie devant le tribunal qui, sur différents fondements que je ne vais pas détailler ici, puisqu'elle reprend un peu, enfin, la Cour d'appel va reprendre les mêmes, décide effectivement que ce nom de domaine doit être transféré donc, à la société Krafood. Ensuite, Madame B. Milka, de son prénom, hein, toujours c'est important, interjette appel. Donc l'affaire est rejugée en appel par la Cour d'appel de Versailles, qui va faire application, qui va avoir un peu le même raisonnement que la Cour d'appel de Munich, qui va faire appel effectivement à une notion particulière, qui est la marque de renommée ou la marque notoire. Et donc elle va estimer qu'on a effectivement ici plusieurs faits qui font qu'il n'y a pas de légitimité pour Madame Milka de son prénom B à utiliser ou à enregistrer ce nom de domaine, dans la mesure où Milka est une marque notoire, beaucoup plus connue que Madame Milka. En plus, ce n'est que son prénom. Alors, si ça avait été son nom de famille, je ne pense pas que la décision aurait été différente, mais disons que c'était quand même important dans la décision des juges. Donc, elle n'avait pas d'intérêt ni de droit légitime à utiliser effectivement son prénom. Et en plus, on avait effectivement une exploitation injustifiée, parce qu'elle avait quand même mis un fond mauve-lilas. Donc on voit clairement que c'était pour attirer effectivement un maximum d'internautes et que ce n'était pas en faveur et que ce n'était pas pour faire plaisir donc, à la société Milka. Donc la Cour d'appel a fait l'application pure d'un article, l'article L713-3 du Code de propriété intellectuelle. Et donc elle exige effectivement, sur lequel elle exige plusieurs conditions qui sont à l'espèce réunies. Et donc à ce titre,
elle prononce le transfert du nom de domaine milka.fr à la société Craftfood. Et donc a débouté l'appelante Madame Milka de son prénom B de l'ensemble de ses demandes. Le cas de Shell est intéressant de voir qu'effectivement une cour décide de transférer. Là, dans le cadre de Milka, c'était un peu plus évident pour nous, c'est-à-dire on sentait parce qu'il y avait voilà. Mais là, pour Shell, c'est vrai que c'est beaucoup plus ambigu, mais voilà, ça montre aussi qu'il y a des cas et que c'est au cas par cas. Voilà, au cas par cas. Bon, c'est effectivement au cas par cas, même là, si ce sont deux décisions pour Shell et pour Milka, quand même d'une cour d'appel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la différence entre des juges qui se fondent également sur le droit, mais qui vont être très très réticents à reconnaître des droits attachés au nom patronymique par rapport à des droits attachés à une marque, alors qu'on a effectivement des arbitres, donc à l'OMPI, qui eux se fondent uniquement, font une application stricte et rigoureuse des principes, et qui vont par exemple dans le cas Armani, si ce cas avait été porté devant une juridiction française ou italienne, on peut possiblement penser, je suis vraiment très prudente, que M. Armani aurait été obligé de transférer le nom de domaine à la société titulaire de la marque. Alors que là, on a une décision claire qui est tout à fait juste, c'est-à-dire est-ce que les conditions sont réunies? Non, donc on ne transfère pas. Nonobstant effectivement la notoriété de la marque Armani. Bon, ben, très intéressant. Merci beaucoup Sandrine. Je vous en prie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.